Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Les vraies voix qui font bouger la France et surtout les entrepreneurs qui font bouger la France. Nous, on n'y est pas pour grand-chose avec Philippe David, puisque c'est aujourd'hui le lancement de la nouvelle formule de la plateforme de financement partage de revenus We Do Good. Attendez, We Do Good. Vous avez bien compris comment est né. Superb English accent. On va en parler. On va en parler avec nos invités qui est avec nous. Où sont nos invités, Philippe? Ils sont là. On a Yanis Bala, voilà. Chairman Executive Officer, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est beau. De We Do Good. Et Anaïs Bouchet, qui est CPO. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, on a envie de savoir ce qu'est cette plateforme incroyable. On sait un peu un We Do Good qui renaît, si je puis dire, entre vos mains. Et c'est une plateforme plutôt très intéressante. Et quand on parle beaucoup d'entreprises aujourd'hui, puisque nous avons fait une émission hier sur les entreprises défaillantes, parce qu'elles n'ont pas pu lever de fonds, parce qu'elles n'ont pas pu être aidées. C'est le moment peut-être d'en parler, parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Oui, en effet, merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. Donc We Do Good, pour recentrer, c'est une plateforme de financement pour les startups et PME. Oui. Donc ce qu'on dit les entreprises non cotées, qui n'ont pas coté en bourse en France, et qui propose un modèle innovant qui est de les financer non pas en actions, donc sans céder de capital pour les entrepreneurs, ni en dette, donc sans s'endetter de manière supplémentaire, mais en partage de revenus, c'est-à-dire en reversant un pourcentage de leur chiffre d'affaires de manière trimestrielle aux investisseurs qui leur font confiance. Et donc, à date, nous, We Do Good, c'est une plateforme qui a une petite dizaine d'années, qui a accompagné plus de 270 entreprises depuis sa création dans leur financement. Aujourd'hui, on propose une nouvelle version, une nouvelle formule qui sera diffusée demain matin. Et donc accessible à la fois aux personnes qui veulent soutenir des entreprises à partir de 100 € et à la fois à des entrepreneurs qui souhaitent se financer autrement. Alors, en quoi consiste une plateforme de financement en partage de revenus? On connaissait le timeshare pour les vacances, le partage de temps, le partage de revenus, comme on dit en occitan, terre d'origine de Sud Radio, Kesako. Merci aussi de l'invitation. Vous n'êtes pas obligé de répondre en occitan. Hein. Je vous remercie. Une plateforme de financement partage de revenus, ça ressemble à quoi? C'est un endroit sur Internet, vous pouvez vous connecter, où tout le monde peut venir investir, choisir un projet avec une présentation détaillée, une modélisation financière étayée et une grosse pédagogie qu'on a essayé de mettre en place pour laisser la chance à tout le monde de venir investir et de comprendre les modèles financiers. Ça veut dire que si vous êtes néophyte, que vous n'avez jamais investi dans une entreprise, vous les accompagnez dans cette plateforme où tout est expliqué. Exactement. Pour aller flécher des personnes, en tout cas des entreprises qui pourraient leur plaire. On modélise, on projette les risques, les revenus, les rendements qu'elles pourraient obtenir suite à tel ou tel investissement, et également les risques. Une fois un projet choisi pour un investisseur, il peut y investir de 100 € jusqu'à, donc très accessible, jusqu'à 100 000 €. On a des tickets qui grandissent de plus en plus dans un projet. Et puis une fois l'investissement réalisé, il a son espace dédié sur lequel il peut suivre son investissement. Et le modèle de partage de revenus implique que tous les trimestres, à partir du démarrage du contrat, le porteur de projet va venir lui verser une partie de ses revenus comme contractualisé. Il va donc toucher ces redevances-là tous les trimestres pendant une durée déterminée entre 3 et 5 ans. On sait pourquoi ces entreprises, on explique pourquoi ces entreprises ont besoin d'argent, de soutien. C'est quoi? C'est du développement, c'est de la relance, c'est l'internationalisation, c'est quoi? Alors on a deux cas de figure, nous, qu'on accompagne beaucoup. À la fois des entreprises qui se lancent. Donc en fait, une entreprise qui démarre, elle va avoir besoin de fonds propres pour recruter, pour commencer à se commercialiser, parfois pour continuer de faire ce qu'on appelle de la R&D, donc du développement de ces solutions. Et on va avoir des entreprises qui sont plus matures, ce qu'on appelle parfois des PME. On va pas jusqu'à l'ETI, mais ça pourrait, et qui, elles, vont avoir besoin d'argent. Alors pour ceux qui connaissent pas, l'ETI commence à 250 salariés. C'est ça. C'est ça, jusqu'à 3 999, je crois. Exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on va être plutôt sur le scope PME, donc qui sont des entreprises qui font souvent quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elles vont en avoir besoin pour plusieurs raisons. Parfois, elles lancent une nouvelle offre. Parfois, elles se développent sur un nouveau territoire. Elles ont besoin de recruter. Elles ont besoin de ce qu'on appelle du besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire que souvent, quand on vend un produit, on est obligé de le construire avant de le vendre, et donc du coup on va avoir plusieurs mois de décalage de trésorerie. Et aujourd'hui, c'est un mode de financement qui parle beaucoup,
parce qu'il augmente pas le niveau d'endettement de la société, parce que les entreprises remboursent en pourcentage de leur chiffre d'affaires, et ça leur permet aussi de pas céder de part de capital. Et donc, c'est assez complémentaire des modes de financement plus traditionnels que vont être la banque ou les fonds d'investissement. Et on est dans une période un peu, malheureusement, vous avez sans doute parlé des défaillances hier, où voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, même sur les mécanismes de soutien étatique dont les entreprises bénéficient. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un fort besoin de financement de ces entreprises-là, qui représentent une grosse partie aussi de l'emploi en France. Quel secteur est le plus porteur aujourd'hui ? Alors, dans les secteurs d'activité, nous, ce qu'on voit, il y a toujours évidemment la tech qui va accaparer beaucoup des investisseurs. Donc, on parle beaucoup de l'IA en ce moment. Nous, on essaye d'avoir un positionnement qui est aussi très tourné sur ce qu'on appelle l'économie réelle, qui ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, mais qui, en fait, sont les entreprises de terrain, de la restauration, du quotidien, de l'hôtellerie, du quotidien, qui sont celles souvent qui souffrent le plus quand on a quand des périodes de difficultés économiques apparaissent, et qui pourtant sont des entreprises qui font souvent du chiffre d'affaires de manière assez régulière. Et donc, en fait, les financer en partage de revenus fait assez sens. Par exemple, je prends un restaurant qui va avoir déjà 2 enseignes, qu'en ouvre une 3e. Il y a beaucoup plus de prédictabilité de ses revenus qu'une boîte très tech où on va avoir un peu moins de prise sur sa capacité à croître. Si vous voulez un testeur de restaurant, j'ai quelques dons à vous donner. Il va déposer le bilan. Anaïs Bouchet, vous êtes la première plateforme française qui a été certifiée B Corp, c'est en anglais. En quoi est-ce que ça consiste ? Le label B Corp, ça récompense, ça labellise, ça certifie notre engagement environnemental et social, enfin, pour progresser dans la voie de la transition écologique et sociale. C'est vrai, pour nous, ça a été une vraie reconnaissance. Donc, depuis 2019, on est labellisé. Ça démontre vraiment notre ambition de financer des projets qui ont un vrai impact environnemental ou social, mais vraiment de terrain, et ça va très bien avec ce modèle de partage de revenus, puisqu'on partage des revenus d'une activité tangible, physique, qu'on peut mesurer, qu'on peut suivre et dont on peut suivre son impact. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre modèle financier se rapproche, enfin, va très bien avec cette ambition et poursuit de suivre des projets à impact environnemental ou social de nos territoires, à côté de chez nous. C'est aussi ceux-là de l'économie réelle, c'est ceux qu'on voit sont à côté de chez nous. Et c'est la dynamique des centres-villes, par exemple. Exactement. Aussi. Et c'est ça qui est bien. Pour les petits porteurs, c'est-à-dire que moi, demain, je mets 100 € sur une entreprise. Qu'est-ce que ça va me coûter ? Est-ce que je vais être taxé ? Et c'est intéressant de savoir combien ils vont. Voilà. Parce que forcément, si vous touchez quelque part des petits bénéfices, monsieur l'État va venir vous voir en disant viens. T'as trouvé une bonne idée, je vais t'aider. Oh non, les impôts, c'est pas du tout élevé en France. Alors aujourd'hui, on est sur un modèle de financement, donc le partage de revenus, où jusqu'à remboursement de ce que vous avez investi. Donc, c'est-à-dire, j'investis dans une entreprise, disons une entreprise A, elle me rembourse pendant 5 ans, souvent on a des contrats de 5 ans. Si je suis remboursé de ma somme au bout de 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a pas d'imposition. L'imposition commence à partir du moment où je suis en plus-value. Donc, et là, nous, on est établissement payeur, donc on s'occupe de tout en fait pour le porteur, et donc on va automatiquement prélever la plus-value. Donc c'est la flat tax qui s'applique pour les profils classiques, donc à 30%, donc 30% aujourd'hui. Prélèvements sociaux et impôts. Prélèvements sociaux et impôts. Donc si vous payez pas de prélèvements sociaux en France, vous pouvez être dispensé, mais pour la majorité des gens, voilà, c'est 30% sur la plus-value. Et ce qui peut être intéressant, je pense aussi à des gens, comme le disait Anaïs, on fait beaucoup de pédagogie aussi sur la plateforme. Évidemment, investir dans des entreprises en direct, ça comporte du risque. Nous, l'idée en fait aussi de faire du partage de revenus, c'est que contrairement à l'investissement peut-être en capital, où c'est beaucoup plus incertain à quel moment les parts vont pouvoir être vendues, donc on a moins de prise sur ce qu'on appelle la liquidité. Quand est-ce que je vais pouvoir pas avoir du papier mais de l'argent concret. Là, on a des rendements qui tombent si le projet fonctionne bien tous les trimestres, et donc ce qui donne plus de liquidité et de visibilité pour des porteurs. Ça, pardon Philippe, ça veut dire que certaines entreprises, les 250 personnes 70 personnes que vous avez accompagnées, certaines aujourd'hui, sans vous, auraient périclité, certainement ? Alors, ce sera peut-être à eux de le dire, mais en effet, il y a des entreprises qui déjà, pour démarrer, ont besoin d'un soutien. Oui. Et aujourd'hui, notamment avec la suite à post-Covid, PGE & Co, ça est de plus en plus compliqué au niveau du bancaire. Donc, on a des entreprises qui ont besoin pour démarrer, je pense que on a aujourd'hui besoin, c'est un avis personnel, mais d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de se lancer, de créer de l'activité en France. Et donc, on a souvent qui manquent de financement, et donc ça peut être une solution pour eux. Et ensuite, sur certaines boîtes qui avaient besoin d'un soutien à un moment donné, on est une des solutions qui peut leur permettre de se développer et d'avancer plus sereinement. Et comment se passent les levées de fonds ?
une entreprise dit, moi, il me faut 10 000 euros, 100 000 euros. Comment ça fonctionne? Et comment on évalue ça, surtout? Oui, voilà. Vous. Exactement. Et bien, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez rejoindre la communauté des 270 projets financés, très simple, 4 étapes. La première, une phase de sélection. Vous soumettez votre dossier et là, notre équipe d'analyse s'occupe de travailler votre business plan, de modéliser financièrement ce que ça va donner. Ah oui, combien ça va même le business plan, oui. Ah oui, il y a un vrai travail du business plan sur les investissements qu'on va ensuite proposer sur la plateforme, évidemment. Ensuite, une phase de préparation. On a une équipe d'accompagnement qui vous aide à mettre en place votre levée de fonds, à définir plusieurs paramètres contractuels, à présenter votre projet aussi, à vous aider à le pitcher, à le présenter de la plus belle des manières. Et puis, une phase d'investissement. Les investisseurs souscrivent à la levée de fonds, donc deviennent souscripteurs et investissent dans votre projet. Vous récupérez vos fonds en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, pendant la durée du contrat, 3 à 5 ans, comme on le disait, tous les trimestres, on s'occupe du suivi de votre projet. On vient vous voir. Enfin, vous avez une plateforme, vous avez sur la plateforme un endroit pour venir déclarer vos revenus et partager évidemment ce chiffre d'affaires comme le modèle l'implique. Mais aussi partager des nouvelles pour que les investisseurs aient vraiment un suivi complet de comment va votre entreprise, comment ça se passe, est-ce que vous avez besoin d'aide, parce que souvent dans les communautés d'investisseurs, il y a aussi des gens qui auront des relations, surtout si les projets sont locaux et des investisseurs locaux s'y sont joints. Ouais, c'est sympa. Et il y a on essaie de vraiment créer cette dynamique, ainsi qu'un suivi aussi de l'impact justement sur le terrain de ce qui s'est passé. Et ben justement, on va y aller sur le terrain dans quelques instants. On fait une petite pause et on va aller voir 2 entreprises qui ont été soutenues par cette belle plateforme qui s'appelle We Do Good. Voilà. Vous voulez des informations, c'est facile, hein, vous allez sur le site internet We Do Good. De toute façon, on mettra ça sur nos réseaux sociaux et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Il y a des gens qui entreprennent, qui très courageusement, qui montent des entreprises, et puis d'autres qui se disent, je vais peut-être pas pouvoir monter une entreprise, mais je vais pouvoir les aider. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du circulaire, c'est-à-dire que tout le monde aide tout le monde. On va en parler de nouveau avec Yanis Bahala qui est avec nous, CEO, et Anaïs Bouchet qui est le CPO de cette belle plateforme. Ça s'appelle We Do Good. Et nous voulions avoir quelques informations et nous avons décidé, on leur a dit, mais allez, montrez-nous, faites parler des entreprises qui ont été soutenues par cette jolie plateforme. Et Philippe, nos invités sont là ce soir. On va aller du côté des Yvelines et du côté de la Loire-Atlantique, 2 belles parties de la France. Bonsoir Jean-Paul Mignard, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Axol, AXSOL, et qui offre des solutions de mobilité pour personnes à mobilité réduite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Thomas Peters qui est avec nous de Mobilim. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Jean-Paul Mignard, vous travaillez dans un secteur d'activité des solutions de mobilité pour personnes à mobilité réduite. D'abord, qu'on comprenne un petit peu le secteur d'activité. Est-ce que j'imagine, un secteur qui est extrêmement prometteur. J'ai regardé les chiffres, j'ai halluciné sur le marché de ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui était compliqué pour vous lorsque vous avez fait cette démarche d'interpeller, en tout cas, ou de travailler, ou mettre votre entreprise sur We Do Good? En fait, moi, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, et qui est développée de façon extrêmement régulière donc sur le marché de l'accessibilité de la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Et au début du Covid, j'ai intégré en fait un de mes fournisseurs anglais qui avait déposé le bilan et qui fabriquait des rampes d'accès handicapés en fibre de verre que j'ai rapatrié en France et pour produire en France. Et suite à la période Covid, j'ai trouvé qu'on avait un axe de développement extrêmement important qui était la fabrication de produits sur mesure pour les particuliers à l'intérieur du logement, pour les accès balcons et terrasses, par exemple, pour les personnes handicapées âgées, ou les accès aux immeubles dans lesquels vous avez 2-3 marches avant des cages d'ascenseur, des personnes confinées chez elles. Et donc l'idée c'était à la fois d'accélérer et de développer la partie industrielle et la digitalisation de ce process. Je me suis retourné vers des fonds d'investissement il y a environ 1 an et demi, classique. Et mon projet, j'étais plus une start-up, puisque ça faisait 15 ans que j'avais créé l'entreprise, même si c'était une activité innovante. Et j'étais à la fois ou trop petit ou trop grand pour rentrer dans ces critères. Et donc, la recherche d'investissement dont j'avais besoin, c'est calé sur 2 choses. La première, c'était de trouver localement des investisseurs qui m'ont accompagné, des business angels, qui sont en fait pour beaucoup des entrepreneurs ou des particuliers
là-dessus. Et ceci, je vais les compléter effectivement avec We Do Good et donc avec des financements participatifs. Thomas Peters, vous êtes à Nantes, vous avez lancé un nouveau concept d'agence immobilière. Alors expliquez-nous ce concept et comment être allé rencontrer les gens de We Do Good, qui sont avec nous d'ailleurs. Alors, je vous dirais pour commencer que Mobilim, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui souhaite réconcilier les gens avec les professionnels de l'immobilier. La problématique, si vous voulez, c'est que c'est une profession qui est assez décriée. Une large majorité de Françaises et de Français ont une mauvaise image. Ne font pas confiance aux professionnels immobiliers, les jugent notamment trop cher. Donc il y a un résultat qui est très marquant à propos de tout ça, c'est que 70% des propriétaires en France cherchent à vendre leurs biens immobiliers seuls. Donc la mission de Mobilim, c'est d'éradiquer globalement l'ensemble des abus qui génèrent cette défiance. Donc on va mettre fin par exemple aux démarches intrusives qui sont exercées en multicanal et aux boniments, les scripts commerciaux qui sont associés à ça. On va avoir une politique tarifaire au forfait et plafonné qu'on maîtrise parce qu'on a un modèle d'affaires hybride avec des revenus générés hors immobilier qui nous permettent à la fois de maîtriser ces tarifs et puis d'un autre côté de financer notre structure de coûts d'entreprise sociale et solidaire. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on lance une entreprise, le sujet du financement est très complexe pour un porteur de projet et d'autant plus, j'ai envie de dire, quand on parle d'impact. Parce que comme le soulignait très justement tout à l'heure Yanis Bala, la majorité des investissements aujourd'hui sont dirigés vers des entreprises qui ont un certain stade de maturité et vers l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu double peine quand on est porteur de projet qui veut initier, apporter une nouvelle idée sur son marché et sur l'impact. Et en fait, We Do Good, c'est vraiment la solution privilégiée qu'on avait identifiée dès le départ. Parce que c'est la seule plateforme d'investissement participatif qui ouvre l'accès à des porteuses et à des porteurs de projets. Parce qu'en général, il faut être une entreprise avec, on va dire, 1 ou 2 bilans comptables validés pour pouvoir accéder à ce mode de financement. Et donc, ça nous a permis d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui avaient envie d'investir dans ce type de projet, qui ont été quelques dizaines à nous soutenir, ce qui nous a permis par la suite de boucler notre financement avec l'arrivée de partenaires bancaires. Et donc, sans l'existence de We Do Good, il n'y a pas de naissance de Mobilim, tout simplement. Mais c'est le parcours du combattant, justement. Avant de les rencontrer, vous avez sollicité des banques, vous avez déjà, ou ça a été immédiat sur cette plateforme ? Alors, le contact très facile. Alors nous, on cherchait un acteur local. On est à Nantes. Ouais. We Do Good c'est originellement fondé à Nantes. Oui. Donc non, le contact est simple. Après, comme le soulignait également tout à l'heure Yanis, il y a une sélectivité qui est très très forte et qui nous attirait. C'est-à-dire que non, mais je disais avant d'être allé voir We Do Good, vous aviez fait des démarches auprès des banques ou d'autres, je sais pas. Est-ce que ça, ou vous êtes directement allé chez eux? Non, on est directement allé chez eux parce que la volonté, si vous voulez, quand vous voulez avoir des partenaires bancaires à bord, vous investissez vous-même en tant que porteur de projet, porteuse de projet, et ensuite vous essayez d'avoir des investissements de la part, notamment permis par la plateforme We Do Good, et puis ensuite les banques interviennent pour le bouclage du financement, rassurés par les investissements précédents. Ce sont souvent les derniers qui viennent compléter, si vous voulez. Yanis Bala ou Anaïs, pour parler de ces deux projets, comment ça s'est fait avec vous ? Alors du coup c'est hyper intéressant et merci Thomas et Jean-Paul pour votre témoignage. On est sur deux projets avec un stade de maturité différent. Totalement différent. Thomas qui lance l'activité, Jean-Paul qui le disait, qui était 15 ans de boîte et au service de la mobilité. Et donc en fait c'est deux projets qui ont, comme l'a dit Thomas, en fait qui sont arrivés chez nous, avec qui on a pu travailler à la fois sur la partie business plan, qu'est-ce qu'on va en fait proposer aux investisseurs, c'est-à-dire en termes de rendement, en termes de durée de contrat, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont sélectionnés, et en fait, ils ont bossé avec nous donc durant toute la campagne. C'est un peu un format un peu partenarial. On travaille avec le projet pour lui permettre de faire sa campagne de communication auprès d'investisseurs, et ensuite, une fois que la campagne est bouclée, et du coup, c'est le cas avec succès pour ces deux entreprises, de pouvoir faire le suivi auprès de ces mêmes investisseurs sur le développement de l'entreprise. Jean-Paul Mignard, est-ce que ça a changé un peu votre façon de travailler, cet accompagnement? Est-ce que finalement ça vous remet en question sur beaucoup de choses?
Ça a changé notre façon d'aborder peut-être aussi également la partie financière, parce qu'il est vrai il y a deux choses qui étaient extrêmement importantes. La première, c'est que par le parcours du combattant, c'était un petit peu le cas pour nous sur ces recherches de financement, à la fois sur l'après-Covid, et puis je dirais depuis un an, depuis la dissolution, les partenaires financiers sont extrêmement frileux, traditionnels. Il y a eu une dissolution, moi je ne me souviens pas. En attendant peut-être une autre. Peut-être une première, mais à suivre. Je dirais ce qui était important avec Woodywood, c'était deux choses. La première, c'est que nous, on a transformé notre société pour devenir une société à mission sur l'activité sur laquelle nous étions, et c'est un partenaire qui est vraiment un partenaire à impact. Et pour nous, ça a beaucoup de sens sur notre activité, puisque les investisseurs qui sont aujourd'hui des particuliers qui ont été mettre entre 100 euros et certains jusqu'à 10 000 euros, ce sont des particuliers, mais on a des clients qui nous ont suivis. Il y a des clients qui peuvent être des professionnels, distributeurs, mais également des clients qui étaient des particuliers qui nous ont acheté des matériels il y a 5 ans ou 10 ans, et qui, au-delà de l'investissement financier, pour eux, c'est une démarche sociale et sociétale qui a un sens. C'est-à-dire que accompagner le maintien à domicile, pour eux, ça veut dire quelque chose. Et c'est une façon aussi citoyenne de s'engager auprès d'entreprises qui sont engagées dans ces démarches-là. Donc nous, ça a renforcé, si vous voulez, deux choses. Le premier, c'est effectivement de renforcer notre rôle de mission, et surtout, je pense, d'intégrer et de mettre aussi à bord justement ces investisseurs en disant oui, vous faites aussi partie de l'aventure avec nous. Et de renforcer sur une façon de communiquer sur nos succès et nos difficultés. Est-ce que c'est compliqué, Yanis, par exemple, quand on est jeune, de se dire de monter une société, ça a un impact chez vous, de se dire c'est un jeune entrepreneur, il a jamais entrepris, je sais pas ce que vous faisiez avant de faire de l'immobilier, mais est-ce que ça joue quand même pour les investisseurs, la jeunesse ou quelqu'un d'à côté qui a pour le coup une grosse expérience? En fait, je sais pas si je dirais que la jeunesse est le critère premier, et on discrimine pas en fonction de l'âge. Je trouve qu'en fait, à n'importe quel âge de la vie, c'est quand même une sacrée aventure d'entreprendre. Et voilà, ils ont évoqué les difficultés qu'on peut avoir sur le financement, mais c'est une parmi d'autres. Quand on fait du management, du recrutement, vendre sa solution, etc. Et donc, je pense que la sensibilité que nous on trouve, en tout cas chez les investisseurs, c'est plutôt sur cette capacité en fait à créer de l'activité. À faire vivre du monde autour, à faire vivre en fait une idée, une ambition. Et je trouve que Thomas et Jean-Paul vraiment le représentent très bien dans deux segments différents. Et ça, il y a une vraie sensibilité dessus. Et ensuite, après, quand les investisseurs creusent, ils peuvent avoir une sensibilité plus forte. Je pense par exemple, j'ai un de nos investisseurs qui avait mis dans le projet de Jean-Paul, qui avait lui une sensibilité personnelle sur les personnes à mobilité réduite, et donc forcément ça joue. Ou alors une sensibilité sur la dimension plus financière du placement. J'ai assez confiance dans cette entreprise ou dans cet entrepreneur par rapport à son parcours ou à ce qu'il propose comme vision. Et justement, qui sont les porteurs? Pardon, allez-y, Philippe. Non, allez-y. Qui sont ceux qui financent? Est-ce que ce sont plus des particuliers? Est-ce que c'est plus masculin, plus féminin? Est-ce qu'on a un peu la typologie de la tranche d'âge? Est-ce que ce sont des gens qui veulent investir? Est-ce que c'est de la conviction? C'est quoi? Alors, ou un peu de tout, clairement, la grande majorité de nos investisseurs sont des particuliers qui ont investi, à partir de 100 euros. On a la chance, et on est très fiers de ça, d'avoir quasiment une parité dans nos investisseurs. Et ça, c'est un grand pas, parce que pour comparer à plein d'autres méthodes de financement, d'investissement, etc., c'est assez rare. Donc, je suis très fière de pouvoir le dire. Peut-être l'impact qui génère un peu une cohésion citoyenne et donc paritaire autour des projets. Ils sont âgés souvent entre 40 et 60 ans, mais ça, c'est très étendu. Dès la majorité, certains investissent, jusqu'à évidemment... ne puisse plus. Voilà, c'est ça. C'est pas de 7 à 77 ans. Non, ça s'appelle We Do Good. Yanis Bala, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et Anaïs Boucher, et puis beaucoup de succès pour vous. Jean-Paul Mignard, ça s'appelle Axol, et puis il n'était pas tout seul parce que Thomas Peters, Mobilim, vous souhaite aussi énormément de succès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, notre Magali Berda nationale, elle est avec vous jusqu'à 20h. Venez Magali, venez vite.
vite. Venez nous rappeler quels sont les invités. Là, vous avez un micro, mon petit chat. Allez, vous allez faire un bisou. Bon, on fera des bisous tout à l'heure. J'adore faire des bisous à Cécile. Donc, Clémentine Autain, Clémentine Autain et Julia Paredes. Voilà. Deux mondes qui s'opposent. Vraiment, je pense que c'est le choc des mondes. Elles ne se connaissaient pas jusqu'à maintenant. Voilà. Peut-être seront-elles les meilleures amies du monde. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée avec Magali Berda. On ne vit pas dans la même France, pardon, je vais y arriver. 0826 300 300 si vous voulez réagir. C'est jusqu'à 21h, pardon. À tout de suite, décidément. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.